Regardez, ce sont ces images d'il y a quelques minutes. Le prince Andrew, l'ex-prince Andrew, après 9 heures de garde à vue, voilà, la photo est parlante, si j'ose dire, après 9 heures de garde à vue, a été libéré. On voit les voitures. Je vous en prie, on va changer de plateau. Et on va entendre Thomas Misraki. Vous êtes sur place, Thomas Misraki. Le choc que tout cela représente au Royaume-Uni. Oui, c'est l'une des informations de ce début de soirée, Darius. Effectivement, Andrew Mountbatten-Windsor a été libéré. Il aura donc passé une dizaine d'heures en garde à vue. Il reste, c'est très important de le mentionner ce soir, sous le coup d'une enquête. Une photo le montre assis à l'arrière d'une voiture avec devant des policiers. Il est visiblement mal à l'aise, tente d'échapper aux flashs et aux photos des photographes qui sont postés à l'extérieur. L'ancien presse a été interpellé, je vous le rappelle, ce matin chez lui aux alentours de 8 heures. Il y a eu des perquisitions à son domicile. Tout cela a évidemment créé une onde de choc aujourd'hui en Grande-Bretagne. Le roi n'avait pas été informé de cette arrestation, mais il a réagi tout à fait officiellement. Justice et police doivent pouvoir travailler en toute indépendance, a-t-il dit. Charles III qui s'est rendu à un événement public dans le courant de la journée pour le début de la semaine de la mode ici à Londres et qui a refusé de répondre aux questions des journalistes qui se trouvaient sur place. On ne sait désormais pas ce qui attend Andrew Mountbatten-Windsor. On devrait être fixé probablement dans les heures ou dans les jours qui viennent. Merci beaucoup Thomas Misraki. Nous prenons la mesure de ces très graves accusations, que ce soit la trahison de secret d'État, en tout cas d'information d'État par Andrew, ou l'accusation d'avoir participé au réseau pédophile d'Epstein. Avec nos invités éditorialistes, vous nous avez rejoint, Andrew Simkin, vous êtes président de la Royal Society. Merci beaucoup d'être là. Natacha Polony est là. Maître Darmon, l'avocat de l'ONG Innocence en danger. Kadi, vous allez nous expliquer beaucoup de choses ce soir. Samantha de Mendern, britannique et française. Et Gallagher Fenwick. Arrêtons-nous un instant sur cette image, l'image de la sortie de prison, la sortie du commissariat, en tout cas, Andrew relâché après 9 heures de garde à vue. Cette image-là, elle fait date dans le soupçon de pourriture, disons les mots, qu'il y a maintenant dans la famille royale britannique, comme d'ailleurs dans une partie des élites en Europe et ailleurs. Vous dites pourriture dans une partie de la famille royale, c'est très limité à cet homme. Andrew, n'exagérons pas. C'est le seul concerné par le dossier Epstein. On voit quelqu'un qui est totalement dépassé par ce qui lui arrive. C'est un homme qui a vécu dans l'inconséquence et l'insouciance totale depuis le début de son existence. Là, c'est la dure réalité qui frappe. Oui, il y a une expression en anglais, je crois qu'elle existe en français aussi, un lapin dans les phares. Donc, il a vraiment... Comment est-ce qu'on dit en anglais ? Rabbit in the headlights. Le rabbit est là. Il a l'air d'être complètement dépassé par ce qui lui arrive et tétanisé. Et ce qui, quand même, faut quand même rappeler les faits, c'est que les accusations à son encontre peuvent encourir la prison à vie s'il est jugé coupable. Il y a un choc, on va s'arrêter avec vous, Kadi, mais il y a la double accusation potentielle, la livraison de secrets d'État. On parle de la famille royale britannique, celle qui a été si courageuse pendant la guerre mondiale. Il y a quelque chose comme un abaissement, et puis évidemment, très grave accusation potentielle de pédophilie. Ce qui fait qu'on parle d'un moment proprement historique, et je pense que l'expression n'est pas galvaudée. J'écoutais sans doute comme Samantha et d'autres la BBC aujourd'hui, qui font référence aux rares dates qui peuvent servir de précédent. 97, Lady Di, une réaction publique quand même très négative à la manière dont la princesse est traitée après qu'elle décède. 1936, abdication d'Henri VIII. Et puis il faut remonter 4 siècles en arrière, au moment de la guerre civile britannique, pour assister à l'arrestation d'une tête couronnée. Pendant que c'était la fronde en France. Exactement. Mais contrairement à ce que vous disiez, monsieur, moi, ce que j'entendais, si vous voulez, c'est que dans le cadre des perquisitions qui sont auxquelles la police britannique a procédé, il ne faut pas oublier que pendant 10 ans, il a eu un bureau à Windsor. Et la question qui est posée par nos collègues britanniques, c'est que savait celui qui est roi aujourd'hui, que savait la famille? Est-ce que la police va perquisitionner Windsor? C'est une piste qui ne peut pas être complètement écartée. Probablement, oui.
Ce qui fait que ça va être difficile de l'insulariser complètement, comme vous le disiez, la famille, même si personne d'autre n'est mentionné dans les Epstein Files. Ça, c'est un fait, au moins pour l'instant, selon l'IA qui a analysé les 3 millions. Mais il y a les Epstein Files et il y a l'enquête, monsieur, qui est en cours. Et donc, ce sont deux choses différentes. Et dans l'enquête, je pense, et ça a été dit par Thomas Misraki à l'instant, qui est à Londres, la famille veut donner l'impression de poursuivre les activités prévues, la Fashion Week à Londres. Je crois que c'était le prince Andrew aujourd'hui qui faisait quelque chose sur la santé masculine. William, excusez-moi. Mais ça va être difficile de l'insulariser, de l'imperméabiliser complètement par rapport à ce qui est franchement un séisme pour la famille. C'est un choc énorme. Vous qui êtes anglais superlativement, pardon si le sujet n'était pas si grave, moi j'ai jamais vu comme vous des lignes larges avec des lignes petites du gilet. Voilà, nous n'avons pas la même taille. Mais voilà, vous êtes vraiment anglais, vous êtes un pur anglais. Le vôtre a beaucoup de talent. Et le vôtre a beaucoup de talent, absolument. Et il est riche, comme dit la formule. Mais comment est-ce que vous éprouvez ça? C'est-à-dire vous incarnez une certaine Britishness. Comment est-ce que vous incarnez ça? Sincèrement, ça me fait honte. J'ai énormément de respect pour la famille royale qui incarne depuis 1000 ans notre grande nation. Nous avons vécu beaucoup de crises, c'en est une autre. Je pense qu'on peut néanmoins mettre un cordon de sécurité sanitaire autour du cas d'Andrew. Et vraiment, tous les autres membres de la famille royale ont été exemplaires. Il y avait une tentative pour salir William, avec cette histoire de financement de son prix Earthshot, qui ne rime à rien finalement. Et tous les autres membres restent bien en place, ils font leur boulot. 250 engagements chacun par an, c'est remarquable. Expliquez-nous le travail d'enquête qui a mené à ça. Vous êtes avec nous, Maître Darmon, vous avez la vision beaucoup plus large de toute l'affaire Epstein. Quelle est la chaîne d'événements qui aboutit à cette image-là? On sait déjà que les millions de fichiers qui ont été délivrés par la justice américaine nous ont forcément aidés. Je reviens sur les photos. Là, d'ailleurs, monsieur Andrew a du mal avec les photos, visiblement, parce qu'il y a d'autres photos qui apparaissent dans ces fichiers Epstein où il est en mauvaise posture aussi. C'est un ensemble d'investigations qui ont été effectuées. Et je pense que les millions de dossiers qui ont été versés permettent d'avancer plus rapidement dans la procédure, parce qu'évidemment qu'il y avait sans doute d'autres faits qui pouvaient lui être reprochés avant à monsieur Andrew, donc au prince Andrew. Et Lord Mountbatten, il n'est plus prince. Oui, l'ex-prince Andrew. Mais l'avocat, il l'appelle Monsieur Andrew, vous voyez, il a l'habitude des prétoires. C'est Monsieur Mountbatten Windsor. Voilà. Le choc que ça représente pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant, j'insiste sur ces dernières informations, c'est un événement que nous suivons en cours, c'est la libération après 9 heures de garde à vue de Monsieur Andrew, appelez-le comme vous voulez, Monsieur Mountbatten, enfin chacun est libre. Qu'est-ce qui a pu se passer pendant ces 9 heures 9 heures de garde à vue, qu'est-ce qui se passe? Interrogation par les services de police. Le roi a paru assez surpris. Il a été cueilli au matin. C'est son anniversaire. Il a 66 ans aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, et Maître Darmon, il faisait référence, il est en très mauvaise posture dans les fichiers Epstein, mais jusqu'ici, c'était principalement pour des histoires de notamment pédocriminalité dont il s'est acquitté via une somme qui lui a permis de ne pas être condamné par la justice. Là, on est sur toute autre chose, et vous y avez fait référence. La police, dans son communiqué, ne précise pas les faits qui lui sont reprochés, mais la période qui est scrutée, celle qui va de 2001 à 2011, 10 années pendant lesquelles, à la demande de son frère, Charles, il est, me semble-t-il, envoyé sur les questions commerciales à l'international. Et c'est dans ce cadre, ayant accès à des informations d'État, qu'il les aurait, j'emploie le conditionnel, partagé avec des personnes qui n'avaient pas à en connaître. Et donc, et Samantha l'a très bien expliqué, il risque la prison à vie. Comment imaginer la scène? Il est donc cueilli à Sandringham. C'est un très beau domaine. On verra plus tard, et notamment avec vous, qu'a dit les images de ce grand domaine de Sandringham qui lui est attribué. Il est cueilli le matin, il est amené. Et qu'est-ce qui se passe? Il est traité comme monsieur lambda? Alors, il y a eu des descriptions dans la presse britannique pour essayer d'imaginer comment il allait être cueilli. Donc, des descriptions qui sera dans une cellule. S'il est tenu pendant plus de 6 heures, ce sera une cellule où il sera tout seul. On peut imaginer qu'il aura été tout seul depuis le début. Proposition d'avoir un survêtement plus propre, nourri.
un avocat attitré, un avocat donc, public commis d'office. Voilà. Ah, donc un avocat commis d'office, il ne peut pas choisir son avocat. Avec la possibilité de faire intervenir son propre avocat aussi, et on lui aura posé plein de questions. On ne peut que imaginer les sujets qui ont été abordés, mais les sujets financiers sont très importants. L'implication potentielle de son ex-femme, ce qu'elle savait, ce qu'elle ne savait pas, et la question principal dans tout ça, c'est qui d'autre était au courant. Parce que là où je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur Simkin, je ne pense pas que l'on puisse tirer un cordon sanitaire total autour de Andrew, parce que l'ampleur et la durée de son comportement, que ce soit son comportement sexuel ou son comportement financier, n'a pas évolué dans un vide. Il avait des secrétaires, il avait des assistants. Je ne dis pas que le roi Charles était impliqué en quoi que ce soit. Le roi savait qu'il y avait un problème avec Andrew. Nous le savions tous. C'est pour ça. Ce n'est pas une surprise. Il a dit quand sa mère l'a nommé. C'est pas Charles qui l'a nommé envoyé. C'est la mère, donc la reine Elisabeth a nommé Andrew comme envoyé spécial pour le commerce, et Charles lui a dit: ne faites pas ça, maman, parce que Andrew va encore en profiter pour s'amuser avec des filles, et on ne peut pas lui faire confiance sur les questions financières. Donc déjà en 2001, il y avait des questions autour du comportement d'Andrew, et il était considéré comme étant quelqu'un de problématique. Passons par les informations que vous avez, Kadi. On va avancer pas à pas dans les accusations en général de trahison, de livraison de secrets d'État ou d'informations d'État, et le volet pédocriminel. Mais d'abord, que lui reproche-t-on concrètement dans la livraison de secrets ou d'informations d'État ? Oui, alors concrètement, il est soupçonné d'abus de pouvoir. C'est un délit, effectivement, vous l'avez dit, Samantha, qui est passible de la prison à perpétuité en Angleterre. Cette enquête, effectivement, elle porte sur son rôle d'envoyé spécial au commerce entre 2001 et 2011. Alors, dans la dernière série de documents qui a été rendue publique par le ministère de la Justice américaine, est donc révélée cette affaire. Dans l'affaire, le prince Andrew, qui aurait donc, durant cette fameuse période, transmis des rapports gouvernementaux confidentiels à Jeffrey Epstein. On parle ici de rapports notamment sur des visites en Asie du Sud-Est, ou encore des informations en fait, qui sont issues de briefings confidentiels, et notamment sur des opportunités d'investissement en or et en uranium en Afghanistan. Alors évidemment, il ne faut pas être grand clair pour comprendre qu'il y a l'ombre d'un délit d'initié, ou encore cet abus de confidentialité au profit d'un ami qu'on sait condamné pour crime sexuel. En tout cas, l'arrestation de ce matin, elle ne porte pas effectivement sur les allégations d'inconduite sexuelle. C'est terrifiant, hein. Pour l'État britannique, c'est terrifiant. Oui, c'est terrifiant parce que ça veut dire en effet qu'on a laissé le prince Andrew, alors qu'on savait, en tout cas Charles le savait et l'entourage le savait, en tout cas qu'il y avait un risque, on l'a laissé pendant des années exercer une fonction, alors même que visiblement son sens de l'État n'était pas particulièrement développé. Cela dit, il faut bien comprendre que... Vous voyez, l'euphémisme se pratique aussi en français. Hein. Elle pourrait être anglaise. Une litote. Ça s'appelle une litote. L'understatement. Exactement. Le problème qu'il y a, c'est que là, nous focalisons sur le prince Andrew parce que il y a des photos, il y a des choses spectaculaires. Mais la déflagration est européenne, vous l'avez dit, Darius, et il serait intéressant aussi, c'est une parenthèse, mais de regarder le volet français. Je rappelle que le principal complice de Jeffrey Epstein était français, c'est Jean-Luc Brunel. Il s'est suicidé dans sa prison en 2022, et il n'y a pas eu la moindre investigation. Alors évidemment, sa mort a arrêté les choses, mais il serait quand même très très intéressant d'aller creuser l'ensemble des choses. Regardez Sarah Ferguson qui apparaît là à l'image, elle donne le ton, parce qu'elle aussi, elle était allée très loin. Elle écrit à Jeffrey Epstein en lui disant « Ah, est-ce que tu pourrais me donner un petit job parce que j'ai besoin de fric ?» Je crois que c'est le terme qu'elle utilisait. J'ai beaucoup besoin de fric. Oui, et alors il y a des choses qui sont drôles mais moins drôles. Elle aurait reçu 150 000 livres de Jeffrey Epstein parce qu'elle était l'ambassadrice de Weight Watchers, donc cette organisation qui aide les gens à maigrir. Et quand Weight Watchers a été introduit en bourse, il l'a remercié. Alors pourquoi lui, au nom de Weight Watchers, l'aurait remercié, c'est très difficile à comprendre. D'autres choses beaucoup moins drôles, par exemple, elle aurait proposé à des personnes qui voulaient un rendez-vous avec Andrew, oui, je vous obtiens un rendez-vous pour 500 000 livres. Ça, c'est quand même... Ça fait combien, 500 000 livres aujourd'hui, ça fait à peu près 500 000 euros. Mais sachant, si on veut parler livres, que des livres, il en a versé 12 millions à Virginia Giuffre, auquel il faut rendre hommage, puisqu'elle fait partie des victimes qui ont parlé.
et qui aurait très probablement été violée par ce personnage alors qu'elle avait 17 ans, et c'est ce qu'elle raconte dans son livre Nobody's Girl, où elle explique que Ghislaine Maxwell, celle qui est en prison, donc la compagne de Jeffrey Epstein, lui dit, et je cite, « Je vais te présenter un beau prince ce soir ». Donc elle l'emmène faire des courses, et le soir même, effectivement, elle est en sa compagnie au terme d'une procédure civile. Il se serait, c'est la presse qui le révèle, acquitté, donc, ou la famille royale, plutôt sur ses deniers personnels, se serait acquitté de la somme de 12 millions de livres sterling. Mais d'autres membres de la famille ont contribué à ces 12 millions. Oui, c'est les deniers de la famille. Voilà, c'est les deniers personnels de la famille royale. C'est l'argent personnel de la famille royale, ce que la reine Elisabeth appelait parfois la firme, je crois. Hein. Donc la firme qui donne toute la tendresse familiale. Ce n'est pas Andrew tout seul. C'est terrifiant. Hein. Autre élément qui quand même laisse supposer qu'ils étaient au courant de ce qui se passait. Mais vous parlez d'un séisme, et à juste titre, et contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur, je pense qu'il y a, enfin, moi qui le pense, je l'entendais toute la journée, quand même un grand moment de fragilité pour cette famille. Parce qu'il y a un lien intime, et c'est pas vous qui me direz le contraire, entre les Britanniques, les Anglais et cette famille, qui a grandement été fragilisée. Et la crainte, c'est que dans cette chute inexorable de Lord Mountbatten, qui est en train de s'accélérer, nous n'en soyons qu'au début de cette chute. C'est-à-dire que ces 9 heures qu'il a passées vont donner lieu à des conséquences qui peuvent éclabousser au-delà de son simple précaré, contrairement à ce que vous disiez. D'autres histoires vont sortir, et comme le disait très bien ma collègue Samantha, va inévitablement, et c'est déjà le cas, se poser la question de celles et ceux qui savaient, d'éventuelles complicités, de celles et ceux qui ont caché, qui auraient dû parler. Et qu'a dit aujourd'hui, j'en termine par là, Keir Starmer, 10 Downing Street, qui lui aussi politiquement est fragilisé. Je rappelle que Mandelson, son directeur de cabinet, a démissionné. Et qu'a-t-il dit ? Il a eu cette phrase : personne n'est au-dessus de la loi. Et c'est aussi ça, dans ce moment, face à cette famille royale dont on pouvait penser, et je ne sais pas qui on met dans « on », vous me direz, qu'elle est quelque part couverte par une immunité souveraine, royale. Eh bien roi, non, oui. Elle ne l'est pas. Le ou roi plus est couvert. peut-être. Le roi est couvert. Jusqu'à quand ? Quelle est qui pouvait savoir à partir de quel moment ? Vous dites la famille royale a personnellement contribué à essayer de d'étouffer l'affaire à coup d'argent. Depuis quel moment, vous qui avez toute la ligne du temps en tête, hein, depuis quel moment tout le monde, toute personne, un temps soit peu informé, pouvait savoir qui était Epstein ? Je reviens juste là sur l'aspect personne n'est au-dessus de la loi. Je pense que quand on a vu l'ex-prince Andrew, on a vu les nouvelles ce matin qu'il était placé en garde à vue, c'était quand même un choc pour l'ensemble des personnes. Et pour les victimes, c'était une forme de geste aussi envers elles, et c'est de leur montrer qu'en fait, personne n'est intouchable, c'est vrai, et encore plus ces personnes-là, qui sont pourtant membres de la famille royale et dont on pouvait penser qu'elles étaient justement intouchables. Et ça, c'est important parce que ça démontre que tout le monde peut tomber, et on sait que dans ces dossiers-là, les puissants sont parmi les principaux protagonistes. Donc le voir tomber, c'est très important. Vous avez totalement raison. Il y a une victime qui s'est exprimée aujourd'hui depuis la Norvège, où là aussi le politique tremble, avec l'arrestation, une des rares arrestations pour l'instant dans cette affaire, d'un ancien Premier ministre norvégien. Et elle a dit, mais elle, contrairement à ce que vous dites, elle a pointé en direction de son pays, les États-Unis, en disant, regardez ce qui se passe en Norvège, regardez ce qui se passe au Royaume-Uni. Comment se fait-ce qu'aux États-Unis, seule Ghislaine Maxwell, à ce jour, soit en prison, et que personne d'autre ne soit véritablement inquiété par la justice. Et en France aussi. Et en France également, bien sûr. Et la question, c'est celle, en effet, du temps qu'il a fallu pour que ça arrive. C'est bien ça le problème. Enfin, les faits sont connus depuis extrêmement longtemps, et parce que ça touche des puissants et des gens qui, justement, ont créé des réseaux de relations, ça met autant de temps à sortir, et on ne sait même pas si ça sortira. 2018, une enquête dans le Miami Herald de la journaliste Julie Brown qui fait ressurgir l'affaire Epstein, et qui aujourd'hui écrit, et elle a raison, qu'elle ne s'imaginait pas
qu'en j'allais dire, déterrant cette affaire, eh bien, il y a toutes ces conséquences qui se multiplient en cascade et on sent cette accélération à travers le monde, des États-Unis, en Norvège, en passant par Paris. Il était grand temps, encore une fois, Brunel prétendait avoir des photos qui compromettaient du monde. Dans la mesure où il s'est suicidé dans sa prison, dans la prison de la santé, personne ne sait si ces photos existent, où elles sont, et il n'y a eu visiblement aucune investigation. Une de plus qui est accablante pour celui qu'il faut appeler Lord Mountbatten. Vous parlez de la chronologie. Non, Mr. Mountbatten. C'est vrai qu'il est même plus Lord. Monsieur Mountbatten, 2010, il est pris en photo avec Jeffrey Epstein dans Central Park à New York. 2010, rappelez-vous, c'est après la condamnation de Jeffrey Epstein pour sollicitation de mineurs ou sollicitation de prostituées mineures, je crois. Et est-ce qu'il l'aidait en plus à couvrir l'entier du système de prostitution et de pédophilie d'Epstein? Parce qu'évidemment, avoir un prince dans sa compagnie, dans ses connaissances, j'imagine que pour Epstein, c'était un argument supplémentaire. Il dit, vous allez pouvoir dîner chez moi et vous serez à côté du prince machin. Ou vous serez chez le prince. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces appartements privés? C'est aussi ça qui est en train de ressurgir et qui est en train de... Voilà, qu'il faut interroger. Et ça fait partie des éléments. Vous posiez la question de ce sur quoi il a pu être interrogé pendant ces 9 heures qu'il a passées en détention aujourd'hui. Ça fait sans doute aussi partie des questions. Je reçois, pardon, je vous le dis, je reçois à nouveau à l'instant la description que la police donne. Et décidément, c'est l'homme qu'on n'arrive pas à nommer ce soir, puisque la police garde une espèce d'anonymat étrange. Elle dit, jeudi, nous avons arrêté un homme d'une 60aine d'années, originaire de Norfolk, soupçonné d'abus de pouvoir. Là aussi, on est dans l'euphémisme. Ouais. Mais vous imaginez la réaction des gens quand ils savent qu'on peut étouffer une affaire ou en tout cas limiter son impact et faire taire les victimes à coups de millions. C'est ravageur. Pardon, mais c'est ravageur. Parce que la personne lambda, et heureusement, quand elle est attaquée pour viol, quand elle est accusée, normalement, eh bien, elle ne peut pas s'en tirer. Et pardon, les informations arrivent au fur et à mesure. Maintenant, c'est le Télégraphe qui donne des précisions. Il semblerait que ni le roi ni Buckingham Palace n'aient été informés à l'avance de l'arrestation de Mountbatten-Windsor, c'est-à-dire le secrétaire particulier du prince qui est là au cœur de la structure de la royauté, lui-même n'aurait pas su. Qui montre l'indépendance de la justice et le destin tout à fait mérité de cet ex-prince. Et c'est aussi le principe même d'une garde à vue, en fait. C'est d'aller chercher la personne sans qu'elle s'y attende. En France, on a le droit dès 6h du matin d'aller chercher quelqu'un à son domicile, au travail, peu importe. Le principe, c'est d'y aller par surprise et comme ça, derrière, on peut avancer plus sereinement. Et sur le fait qu'il reste que 9 heures en garde à vue, en France, ça ne se serait sans doute pas passé comme ça, avec peut-être 24, 48 heures. 9 heures, c'est vraiment peu. Je ne sais pas comment fonctionne véritablement le droit anglais, mais 9 heures, ça me paraît peu compte tenu de la gravité des faits et de la peine encourue. Ils avaient le droit de le garder 24 heures et pour étendre cette durée, il faut l'autorisation d'un magistrat. Comme en France. Mais 9 heures, ce n'est pas 24 heures. C'est qu'ils l'ont quand même relâché relativement rapidement. Et moi, je me demande... je parle, peut-être que vous avez une opinion différente que moi, M. Simkin, mais l'opinion, moi, en tant que Britannique, je suis très en colère. Extrêmement en colère. Imaginez, d'abord, quand on voit le train de vie qu'Andrew a mené aux frais du contribuable britannique, donc de mes impôts. La liste civile. Ah oui. C'est quand même... les avions, les voyages. Les avions, les voyages. Ces filles, mes impôts ont payé pour des prostituées. Mais vous vous rendez compte? Non, mais c'est vrai. Et ça me met très en colère. Mais surtout, s'il n'y a pas l'impression qu'une vraie justice est appliquée, je crois que là, la colère, parce qu'il y a déjà beaucoup de colère au Royaume-Uni, la colère contre le Premier ministre, colère maintenant qui risque de monter contre la famille royale, même si je suis d'accord avec vous, le reste de la famille, c'est plus ou moins bien comporté. Bon, on a Harry qui a aussi fait ses petites phrases que j'ai trouvé très drôle. On a parlé de qui d'autre a été arrêté dans cette famille royale. Eh bien, la princesse Anne, parce que son chien avait mordu quelqu'un. Et puis, elle avait la plus bosseuse, la plus honorable de tous. Et elle avait un excès de vitesse. Voilà. Oui. Mais sinon... Du prince Philippe, apparemment. Voilà. C'est une chute. Moi, je me rappelle, Churchill avait cette définition magnifique. La monarchie, il disait la monarchie, c'est ce qu'il y a de meilleur chez nous. Parce que quand il y a une victoire, eh bien, c'est grâce au roi. Et quand il y a une défaite, c'est à cause du Premier ministre. Donc, historiquement, la monarchie était là pour être ce qu'il y a de meilleur. Et là, c'est ce qu'il y a de pire.
En tout cas, ça ne montre pas une belle image de la monarchie. Une autre chose qui est intéressante quand on pense à cette monarchie, et vous qui la connaissez beaucoup mieux que moi, j'aimerais bien votre avis là-dessus aussi. Les deux personnages de cette monarchie qui ont fait le plus de frasques, Harry et Andrew, sont les deux seuls qui ont vraiment fait des choses, on va dire, assez intéressantes dans leur vie. Ils ont été au combat. Andrew qui s'est battu dans les Malouines, les Falklands, Harry qui s'est battu en Afghanistan. Ce sont tous les deux les numéros 2, le spare, celui qui n'avait pas vraiment de rôle. Et c'est pour ça que leur chute est d'autant plus triste, parce que ce sont deux personnes qui étaient décorées pour ce qu'ils avaient fait en tant que militaires. On y revient, les développements de la soirée avec vous, toujours, Kadi, puisqu'on a les réactions du côté de la famille royale et, en quelque sorte, pour dire les choses en un mot, c'est un lâchage. Ils ne le soutiennent pas du tout. Là, ils le lâchent comme ça. Oui, Thomas Misraki l'évoquait tout à l'heure, puisque le roi Charles a maintenu son agenda, puisqu'on l'a vu, il s'est rendu à la Fashion Week de Londres. Effectivement, ce n'était pas forcément une priorité. On aurait pu comprendre qu'il s'abstienne. Donc, pourtant, c'était juste après l'arrestation de son frère. Fait très exceptionnel, tiens, justement, pour une fois. Ce n'est pas un communiqué de Buckingham Palace, c'est personnellement une déclaration signée du roi Charles, c'est marqué, une lettre au ton direct, assez inhabituelle, c'est vrai. Le roi qui exprime avoir appris la nouvelle avec la plus profonde inquiétude, et vous le disiez, il n'a pas été mis au courant avant. Il insiste sur le fait que la justice doit suivre son cours, et il promet le soutien et la coopération totale, je cite, de la famille royale pour une procédure complète, équitable et appropriée. Et il me semble qu'il ne mentionne pas son frère, Voilà, il ne parle pas de lui comme étant son frère. Maintenant, moi je peux comprendre son inquiétude, parce que là, M. Andrew, il est quand même très très mal. Il va avoir besoin d'argent, et il a sans doute des secrets. Et vous parliez à juste titre d'un lâchage. Maintenant, c'est quoi le risque pour cette famille ? Bien, c'est qu'il parle, et qu'il négocie, monnaie, qu'il soit dans une forme de transaction en disant... Écoutez, si vous me lâchez, moi je lâche ça. Gallagher insiste dans une sorte de complotisme avancé, que tous les membres de la famille royale soient impliqués. C'est absurde, aucune trace d'évidence, de preuve de quoi que ce soit pour les autres membres de la famille royale. On parle d'Andrew. Alors, il y a des risques. Il va y avoir une enquête sur les finances de Andrew. Ça, il n'y a aucun doute. Une enquête très approfondie par le fisc. Rappelez-vous qu'il y a quelques années, la reine elle-même a été impliquée dans les Paradise Papers. Alors, la famille royale a expliqué qu'elle avait des trusts offshore pour des raisons, parce qu'il y avait des investissements intéressants à faire, que c'était plus facile de le faire via des trusts. Ils savaient, pour dire les choses. Est-ce que le reste de la famille royale savait ? À partir de quand ? C'est la question. C'est la grande question. De toute façon, ces officiers de protection rapprochés le savaient. Donc les services secrets britanniques savaient. Mais quand les services secrets britanniques devaient savoir. Mais quand il allait à Jeffreys Island, ou comment s'appelait son île là, les St. James, eh bien la protection rapprochée devait aller d'abord inspecter les lieux. Mais pardon, je vous pose la question à tous. Est-ce que c'est imaginable, la famille royale, c'est quand même un enjeu, même s'il n'était pas à la tête du pouvoir proprement dit, mais enfin, quand même, les services secrets britanniques ne pouvaient pas ignorer, de la même façon que la CIA ne pouvait pas ignorer pour Clinton, ils ne pouvaient pas ignorer ça. C'est pour ça que ça aura des retombées, je pense, importantes. Oui, c'est une chute qui va s'accélérer, qui peut éclabousser, encore une fois, très au-delà, malgré votre insistance. Non, mais c'est le défenseur de l'institution britannique ce soir. Il le fait très bien. Mais ça va être difficile, encore une fois, d'insulariser, de contenir ça au simple périmètre de ce monsieur qui tombe en disgrâce. Et c'est fort bien mérité pour lui. Mais Samantha a très bien expliqué le mécanisme de protection, de déplacement, la bulle à l'intérieur de laquelle il a fonctionné pendant des années et ce qui se déroulait à l'intérieur de cette bulle. Et je pense que ce que vous avez dit tout à l'heure est tout à fait juste, Samantha. C'est-à-dire que, encore une fois, la question de l'argent public, ça signifie quelque chose. C'est-à-dire qu'on est tout de même dans une démocratie. On est avec des citoyens qui ont le droit quand même de savoir comment leurs impôts sont utilisés. C'est ravageur. Je pense que plus important encore que cet argent, il faut sans cesse que nous nous astreignions à revenir aux victimes. C'est important pour les contribuables, c'est d'abord important pour les victimes. Cet homme est potentiellement, ici, on parle effectivement de trahison, de secret d'État, de manœuvres financières, de délits d'initiés, vous l'avez dit, Kadi.
mais on parle aussi d'un homme qui potentiellement a violé des mineurs. C'est pour ça que j'insiste sur le personnage de Brunel, qui était un des fournisseurs, qui avait mis qui dirigeait une agence de mannequinat et qui visiblement captait des jeunes femmes. Je rappelle que dans les années 2000, il y avait cette mannequin Karen Mugler qui avait dénoncé des choses, qui a été traitée de folle, de dépressive, etc. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu entendre tout ça. Comme Virginia Giuffre, c'est pour ça qu'il serait temps qu'il y ait une véritable investigation sur tous les plans. C'est pour ça que le parquet de Paris a communiqué il n'y a pas très longtemps sur, je cite, une réanalyse intégrale du dossier Brunel. Donc il y a eu une ouverture d'information judiciaire contre lui qui avait été mis en examen pour des faits de viol sur mineurs. L'information, il y a une ordonnance de non-lieu qui a été rendue en 2023, notamment à cause de son décès. Faut préciser que c'était pas obligatoire de clôturer l'information judiciaire. On aurait pu tout à fait ouvrir contre X, mais force est de constater que les magistrats instructeurs, ils étaient plusieurs quand même à saisir du dossier, ont décidé d'une ordonnance de non-lieu. Et on aurait pu aller beaucoup plus loin dans ce dossier. Dans le cadre des informations auxquelles vous avez eu accès, je ne sais pas si vous pouvez révéler ça, est-ce qu'on sait si ce monsieur Andrew s'est rendu dans l'appartement parisien de Jeffrey Epstein? Est-ce qu'il y a un épisode, un chapitre Andrew à Paris dans cette affaire? Alors nous, l'association Innocence en danger, on a fait des demandes de copies de dossier que nous n'avons pas obtenues. On n'a jamais eu accès au dossier. Les magistrats instructeurs ont décidé de refuser cet accès. Nous avons sollicité une nouvelle copie du dossier à l'issue de l'ordonnance de non-lieu qui doit être délivrée par le parquet. Nous sommes toujours en attente de l'autorisation du parquet de Paris pour obtenir ce fameux dossier Brunel qui, a priori, est très volumineux, une dizaine de tomes selon ce qu'on a entendu. Revenons à l'événement même. Et j'aimerais qu'on revienne aux images de la Libération tout à l'heure. Cette image qui est si parlante, vous disiez le lapin dans les phares, cet ex-prince qui est libéré après 9 heures de garde à vue. Est-ce que vous avez déjà accompagné des clients en garde à vue ce matin, oui. Ce matin encore? Ce matin, oui, j'étais commis d'office ce matin. Ah ben voilà. Mais c'était pas 9 heures, c'était 48 heures de garde à vue. C'est trafic de stupéfiants. Et expliquez-nous comment se passe une garde à vue. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a pu lâcher? Comment est-ce que là, la police fait pression? J'imagine qu'il y a des rituels. Déjà, le fondement d'une base de la garde à vue, c'est de lui notifier ses droits. Il y a un PV de notification des droits à partir du moment où la personne est placée en garde à vue. Donc là, dès qu'il a été arrêté chez lui, il lui notifie ses droits d'avoir un médecin, droit d'avoir un avocat. Donc les officiers de police sont arrivés au palais de Sandringham et ils lui ont dit, voilà... En droit français, c'est comme ça que ça se passe. Je suppose que les règles sont à peu près identiques en Angleterre. Donc il y a ce PV de notification des droits qui lui est notifié, qui doit signer, ou pas d'ailleurs. Et ensuite, il est placé en garde à vue dans une cellule et auditionné en fonction des différents dossiers qui sont à gérer. Mais je pense qu'il a été auditionné assez rapidement, vu qu'il n'y a que 9 heures de garde à vue. Reste à savoir combien de temps a duré l'audition aussi. 9 heures de garde à vue, ça ne veut pas dire qu'il a été entendu pendant 9 heures, évidemment, mais c'est tout à fait possible qu'il y ait une longue audition qui ait pu durer 3 à 4 heures, sans doute filmée. En France, quand les faits criminels sont reprochés à la personne mise en cause, l'audition est filmée. Donc, à voir si c'est le cas aussi en Angleterre. Mais bon, moi, je trouve que les 9 heures sont vraiment... C'est vraiment très léger, mais c'est mon avis. Est-ce qu'on peut refuser de répondre? Est-ce que le client peut refuser de répondre? Le droit au silence lui est notifié dès le début de son audition. Il a le droit de répondre aux questions, de faire des déclarations spontanées ou de garder le silence tout au long de son audition. On imagine évidemment, le monde entier se demande ce qu'il a pu lâcher. Parce que là, si selon 9 heures, c'est long. En 9 heures, il peut lâcher beaucoup d'informations. Exactement. Et vous en revenez aux commentaires que je faisais tout à l'heure. Et il en est parfaitement conscient. Donc il y a aussi, et je parle sous votre contrôle, Maître Darmon, sans doute une forme de négociation qui s'établit et dans laquelle il est plutôt bien versé parce que ça a fait partie de son job. Quand il était envoyé à l'international sur les questions commerciales et qui représentait le Royaume-Uni, c'est précisément ce qu'il faisait. Et donc, il a sans doute accès à des informations qui dépassent son simple périmètre et qu'il pourrait utiliser afin de rentrer dans une posture davantage musclée dans un dossier. Et on le voit sur cette photo où il n'est franchement pas très à l'aise. Ce qui me marque, et j'en termine par là, sur cette photo, c'est... le lapin dans les phares, ça a été très bien dit par Samantha de Bendern, mais aussi cette tentative désespérée de se cacher de ces photographes, de ces caméras. Exactement. Et tout à l'heure, et j'ai posé la question à Samantha qui m'a donné la réponse et je pars sous votre contrôle, vous avez dit le palais de Sandringham. En fait, dans cette chronologie de cette chute inexorable et qui s'accélère, il y a progressivement tout l'apparat dont il a bénéficié, qui lui est retiré, les décorations militaires. Il s'en est plaint. Il s'était plaint de ne plus avoir de domestique le soir. Il disait rester seul dans sa maison le soir, c'est déstabilisant parce qu'il y a des habitudes dans la famille royale.
Mais ça fait partie du bon travail de nettoyage de Charles depuis 2022, depuis le décès de sa mère. Il avait Royal Lodge, 30 pièces qu'il partageait avec Fergie, son ex-femme, et les corgis de la reine. Ensuite, il a été relégué à ces Wood Farm. Il est horrifié. Apparemment, c'était la maison de retraite de Prince Philip. Et là, tout d'un coup, il se trouve dans une cellule. Donc, c'est assez comique comme descente aux enfers. Mais là... Et il ne comprend pas tout ça. Et effectivement, tout ce luxe, il lui est dû. Donc, réaction à l'instant, oui. Je me rappelle, certains membres de la famille royale se font même mettre comment dit-on, la pâte à dentifrice sur la brosse à dents. Hein. C'est ce que fait, je crois, Charles encore. Ce sont des légendes. Non, ce ne sont pas des légendes. Moi, j'ai entendu, y compris un secrétaire particulier, ex-secrétaire particulier de la reine, qui racontait ça, que Charles faisait ça. Et je sais que c'est souvent des légendes. Mais il y a un écrivain britannique qui s'appelle Andrew Larney, vous avez sans doute lu son livre, il a sorti un livre il y a quelques mois sur le prince Andrew, mais qui le massacre. Et il a été interviewé quasiment toute la journée aujourd'hui par des médias britanniques. Il explique que selon son enquête, il a mené une enquête très étoffée quand même. À partir du mois de décembre, le monsieur Mountbatten Windsor a commencé à brûler des dossiers, beaucoup de dossiers, à détruire beaucoup de dossiers chez lui. C'est l'enquête de ce journaliste qui est quand même très réputé qui le dit. Moi, je ne sais pas si c'est vrai. Mais sur son comportement, ce que l'on dit sur M. Mountbatten aussi, c'est que, par exemple, il avait une collection de nounours qu'il adorait. Et que tous les matins, il fallait que les nounours soient rangés dans un ordre particulier sur son lit. Et s'il y avait un nounours qui était mal rangé, il était capable d'avoir des crises de nerfs absolument terribles avec ses domestiques. C'est aussi dans le livre de M. Larney. Moi, je ne sais pas si vous savez si c'est vrai ou pas, ou si c'est juste quelque chose de méchant qu'on dit à son encontre, mais ayant connu des gens qui ont travaillé avec la famille royale, moi je n'ai jamais rencontré quelqu'un de la famille royale, mais des gens qui ont travaillé avec eux, tous me décrivent quand même des personnalités pas très sympas. Oui, Andrew n'avait pas bonne réputation, tout comme Meghan Markle. Ce sont des brebis galeuses, chacun à son niveau. J'ai entendu des choses sur Anne et Charles aussi, qui sont... Maître Darmon. On revient rapidement sur les négociations. Je les connais effectivement. Sur les négociations que vous évoquiez. Il faut savoir que c'est le procureur de la République qui décide du placement en garde à vue d'un mis en cause. Et donc, si négociation il doit y avoir, c'est avec un procureur de la République. En France, on négocie pas vraiment avec un procureur de la République, à vrai dire. Une personne qui est placée en garde à vue, elle est déférée devant un juge d'instruction à l'issue des 48 heures de garde à vue, dans l'objectif d'une mise en examen. Mais dans la culture anglo-saxonne et surtout américaine, il y a le deal. Hein. On peut dealer, on peut échanger une part de pardon contre. Tu dis des trucs, quoi. Hein. Non, bien sûr. Et je rappelle qu'il l'a fait avec Virginia Giuffre. C'est-à-dire qu'afin de ne pas reconnaître sa culpabilité, il a versé une somme, on l'a mentionné, 12 millions de livres sterling. Ça a été rapporté par la presse parce que c'est une information qui est censée être tenue secrète. Et ça lui a permis de mettre fin à cette procédure. Donc, est-ce que là, il pourra négocier quoi que ce soit? C'est pas sûr. Comprenons les lieux des crimes supposés, mais dans certains cas des crimes déjà vérifiés ou en tout cas attestés par des témoignages extrêmement crédibles, notamment l'île d'Epstein. Cette entreprise au cœur des Caraïbes, c'est dans les îles Vierges américaines où Epstein avait acquis 2 îles, Saint James et l'autre, la grande et la petite. Elles auraient servi de lieu d'exploitation sexuelle où ces jeunes femmes, parfois mineures, étaient acheminées depuis les États-Unis et à l'étranger par des rabatteurs, y compris en France. Andrew faisait partie des gens qui sont allés régulièrement là. Et c'est un des circuits qui explique ce qui s'est produit. C'est là qu'il avait installé notamment ses affaires parce que ça lui permettait, entre autres choses, d'échapper à une grande partie de l'impôt. Et c'est effectivement là qu'il se rendait à la fois à l'aide de son jet privé, celui qu'on appelle le Lolita Express, en référence à l'ouvrage de Nabokov et à ce qui se passait à bord de cet aéronef. Et c'est là que beaucoup de victimes ont été amenées et qui racontent qu'elles ne savaient pas toujours à qui elles étaient fournies ou soumises, mais que ça n'est parfois que quelques années plus tard qu'elles se sont rendues compte des personnes dont il s'agissait, qui étaient des personnes qui étaient riches, puissantes, personnalités du monde de la politique, de la culture, de la pensée, du monde académique. Donc effectivement, ça fait partie, mais ça n'est pas la seule, des lieux de crimes qui ont été
été et qui continuent et qui doivent continuer d'être scrutés. Est-ce que ça met en accusation une partie des classes dirigeantes? Pas toutes, il ne s'agit pas de dire tous pourris, mais effectivement le fait qu'un prince comme Andrew ait pu se faire acheter par des voyages, par des trajets en avion, parce que vous disiez, y compris sur de l'argent quand c'était son épouse, ça paraît tellement... Ce qui est dévastateur dans cette histoire, dans ce dossier, c'est le principe du réseau qui touche absolument tous les pays d'Europe, en plus des États-Unis. C'est l'idée qu'on mélange à chaque fois la pédocriminalité et des réseaux financiers, des demandes sordides d'argent, d'aide, et que tout ça se mêle avec l'impression donc qu'on a de la part de certaines élites, et je dis bien attention, c'est bien là où il faut faire attention, c'est quand même, ce sont des personnages, il y en a certainement beaucoup, mais ça reste une minorité de gens, mais que ces gens-là ont perdu tout sens du bien commun et tout sens du devoir. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'argent public, c'est-à-dire c'est une des dimensions. Mais quand on a des privilèges, je vous disais tout à l'heure, Darius, qu'il y a une règle, c'est noblesse oblige, de la part de quelqu'un qui a été prince, ça devrait être une évidence, et de la part de n'importe qui a des privilèges, en affichant des principes, il est nécessaire de savoir qu'on a des devoirs. Il y a eu beaucoup de donneurs de leçons en Europe, les Rod Larsen, etc., Jagland, qui maintenant sont mouillés là-dedans. Lui aussi, les charités, c'est des gens qui affichaient beaucoup de bons sentiments. Je donne toujours cet exemple, au moins en France, des gens comme Roland Dumas, qui se vantaient d'être un petit peu libre en matière de morale. Voilà, ça au moins c'est franc. Mais ça, vous connaissez la phrase de François Mitterrand, j'ai deux avocats, j'ai Badinter pour le droit et j'ai Dumas pour le tordu. Voilà. Mais au moins c'est sincère. Voilà. Tandis que là, on était dans une insincérité, alors évidemment terrifiante. Et je pense qu'il ne faut pas oublier qui était au centre de cette toile d'araignée. C'était quand même Epstein. C'était pas Andrew ni qui que ce soit d'autre. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais par l'IA, on a analysé tous les échanges d'emails avec Jeffrey Epstein. Je trouve ça absolument fascinant. Donc, il y a certaines personnes qui sont très demandeuses et d'autres personnes qui sont demandées. Donc, Bill Gates, par exemple, était très demandé. Il n'a rien demandé en retour. Et Fergie était très demandeuse. Donc, il faut vraiment relativiser. Il était au centre et il voulait le pouvoir, l'influence. Regardez la simulation, puisque vous êtes très acheteur d'IA, la simulation de la galaxie, elle va s'afficher, où on voit effectivement comment il fonctionnait comme ça par arborescence, c'est-à-dire avoir le prince, un gros poisson qui lui permettait d'avoir beaucoup d'autres contacts. Cette image-là que je trouve qui résume tout. Hein. Voilà. Le point rouge, c'est Epstein. C'est Epstein qui est le soleil au centre de cette galaxie. J'aime beaucoup le fait que la toile de fond soit sombre, parce qu'effectivement, ce sont des lumières, des astres très, très sombres. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est au travers de cette galaxie, justement, où il mêlait ces différents milieux culturels, politiques, financiers, académiques, et parfois il utilisait des personnages peut-être dont on pourrait penser qu'ils sont secondaires ou intermédiaires, parce qu'ils lui permettaient de montrer cette espèce de fausse charité qui était une manière de manipuler des personnes d'une autre importance, mais c'était aussi une manière de continuellement aller chercher toujours plus haut, toujours plus loin, à la fois géographiquement, mais aussi sociologiquement, ce qui donne ces photos absolument hallucinantes. Il y a beaucoup de mécénats, de prétendus mécénats, et parfois de vrais mécénats, hein, et notamment ils couchaient sur le testament des enfants. Alors je crois qu'il y a la fille Lang qui a été 5 millions. Combien 5 millions. 5 millions, et il y a les enfants de ce Rod Larsen, l'homme des accords d'Oslo, aussi couchés sur 10 millions. Je crois. Mais je crois que ce qu'il faut comprendre avec Epstein, c'est que c'était quelqu'un qui avait sans doute un charisme et un magnétisme incroyable et doté d'une intelligence redoutable et d'un manque de sens moral à la même hauteur. Et vous avez parlé de pourquoi Andrew. Mais Andrew, c'était pas n'importe quel prince, c'était le prince britannique. Et de toutes les familles royales du monde, je ne dis pas ça juste parce que je suis britannique, mais je pense que vous êtes d'accord avec moi, monsieur Simkin, il n'y en a aucune qui fascine autant le monde entier que la famille royale britannique. Alors Andrew, ce n'était pas la reine, ce n'était pas le roi Charles qui était encore prince, mais c'était le numéro 3 dans cette galaxie. Donc avoir Andrew comme prix à montrer à qui que ce soit, de Bill Gates à Mick Jagger, mais personne n'arrivait à la même hauteur de prestige, de glamour que le prince Andrew. Donc évidemment pour Epstein, Andrew était une prise absolument, mais
je dirais même pas en or, mais en platine. La soirée continue avec beaucoup de réactions, d'informations qui arrivent. Écoutez, la dernière en date, c'est Trump en personne qui réagit, Donald Trump qui réagit en disant « Moi, j'ai été innocenté ». Il dit « Je suis l'expert dans toutes ces affaires ». En quelque sorte, c'est à moi qu'il faut demander si on veut des informations. Écoutez. Quelle blague. Je trouve cela dommage, je trouve cela très triste. Je pense que c'est très mauvais pour la famille royale. C'est très très triste de voir ce qui se passe avec son frère, qui va manifestement venir très bientôt dans notre pays, et qui est un homme fantastique, un roi. C'est vraiment intéressant parce que personne ne parlait d'Epstein quand il était en vie, mais maintenant ils en parlent. Mais je suis le seul à pouvoir en parler parce que j'ai été totalement disculpé. Je n'ai rien fait, c'est le contraire. Il était contre moi, il m'a combattu pendant les élections. Je crois que si on peut remonter la galaxie fameuse, je pense que M. Trump doit apparaître sur certains points quand même malgré tout. Donc il ferait mieux de réfléchir un petit peu avant de parler. Bon, je crois que c'est pas souvent le cas malheureusement. Soyons honnêtes, il se défend, enfin ses partisans le défendent en disant il a eu un contact avec le chef de la police de Miami, je crois en 2005 déjà. 2005, en lui disant... Mais il y a un vrai doute sur l'authenticité de ce moment, ce qui s'y est dit, les raisons, etc. Parce que certains des épisodes qui sont rapportés notamment par Donald Trump, la soi-disant éviction de Jeffrey Epstein de son club, Jamie Raskin, qui est un représentant californien, dit « Écoutez, moi j'ai eu accès aux transcriptions et aux dossiers, il n'y a aucune mention de cela. » Donc il y a énormément de flou. Je rappelle juste, et j'ai cité tout à l'heure cette victime qui, depuis la Norvège, saluait le travail des autorités britanniques ce jour, mais qui est d'origine, qui est d'américaine, cette victime, et qui disait « Mais pourquoi dans mon pays ne se passe-t-il rien ?» Et il y a eu cette photo, une autre photo pour l'histoire, celle de Pam Bondi, qui est nommée par Donald Trump à la tête du département de la justice, qui était entendue par le Congrès il y a quelques jours, avec ses victimes, avec ses t-shirts blancs derrière elle, qui se lèvent, et la représentante du département de la justice qui refuse de se retourner pour les regarder. Et il n'y a pas une inculpation pour le moment, alors que tous ces dossiers sont sortis avec cette mine d'informations. Et du côté américain, on a le sentiment de quelque chose d'un peu poussif avec une sorte de chef d'orchestre qui est Donald Trump, qui manie le chaud, le froid, en espérant que tout cela s'éloigne. Et tous ces noms caviardés. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y en a surtout une immense partie qui est caviardée et donc on n'a pas accès, on ne sait pas. Alors que des noms de victimes sont révélés. On en aurait bien besoin en France. Et d'ailleurs, c'est un énorme problème, le fait que des noms de victimes aient été laissés. Ça risque d'invalider certaines choses. Donc c'est là aussi une façon de travailler très étonnante de la part. Repassons par les toutes dernières informations. Et je rappelle toujours, pour ceux qui nous rejoignent, ces informations. Donc l'ex-prince Andrew, entendu 9 heures en garde à vue, libéré, mais personne ne sait à ce stade, on en saura peut-être plus dans les minutes qui viennent, ce qu'il a pu dire à la police. Et ces interrogations qu'a dit sur le rôle qu'avait la reine Elisabeth elle-même. Certains lui reprochent d'avoir trop longtemps protégé ce fils qui, dit-on, était son fils préféré. Oui, c'est clairement ce qui est dit. Elle aurait en tout cas soutenu moralement et financièrement, on l'a évoqué tout à l'heure, dans cette fameuse affaire avec cette jeune femme, Virginia Giuffre, 12 millions de livres qui ont été donnés pour l'accord à l'amiable qui a été passé avec cette jeune femme, dont la majeure partie effectivement financée par la famille royale, sur insistance de la reine Elisabeth. L'une de ces victimes, donc, je le rappelle, qui a été victime d'agression sexuelle de la part du prince Andrew alors qu'elle était mineure. Elle s'est donné la mort 3 ans plus tard, ne n'oublions pas non plus. Des emails d'ailleurs révèlent que la reine Elisabeth soutenait pleinement Andrew, malgré les controverses. Rappelons-nous qu'Elisabeth II, c'est ce qui est révélé dans la presse, sous-estimait même l'amitié entre son fils et Jeffrey Epstein. Elle qualifiait leur relation d'imprudente. Jeffrey Epstein, il est venu à Balmoral avec Ghislaine Maxwell, rappelons-le. Et depuis la mort de la reine, je rappelle aussi, avec cette disgrâce d'Andrew, déchu, je le rappelle de ses titres, le roi Charles, il l'aide financièrement sur ses deniers propres, personnels, qui lui a permis de résider effectivement dans les domaines de Sandringham, où on a vu, où il a été arrêté ce matin, en tout cas. Il y a là une circonstance, disons, qui donne encore plus de corps à cette information. Évidemment, la reine a été tellement respectée, elle est un si grand personnage du siècle, que le fait que... Enfin, tout ça, évidemment, est très triste.
C'est très triste. Je pense que l'image de la reine n'en souffrira pas parce qu'elle est trop respectée, elle est trop aimée au Royaume-Uni. Je crois que tout sera fait pour minimiser son rôle là-dedans. Et pour être tout à fait sincère, je pense qu'elle était tellement loin de tout ça. Je crois que ça aurait été tellement difficile pour elle de comprendre ce qu'Andrew aurait fait. C'est qu'il y a un moment donné où on n'a pas envie de voir les choses parce que ça dépasse notre compréhension. Et c'était son fils préféré, mais aussi il évoluait dans un monde qui était très différent de celui qu'elle pouvait réellement comprendre. Par contre, là où je suis d'accord avec vous, c'est que je ne pense pas que la famille royale va souffrir de ce qui se passe. Il va y avoir des questions qui vont être posées. Peut-être que ça va accélérer les réformes dont le roi Charles parle, dont le prince William parle. Par contre, si vous voulez, la presse qui s'occupe de la famille royale, elle est déjà en train d'être interrogée aujourd'hui par les autres journalistes. Mais pourquoi vous n'avez pas plus poussé? Pourquoi ils n'avaient pas fait plus d'enquêtes? La protection rapprochée, la police, des histoires qui sortent aujourd'hui sur des membres de la protection rapprochée qui auraient tenté de dénoncer certaines mauvais comportements d'Andrew, qui auraient été écartés de leur poste, des journalistes qu'on dit ont été trop complaisants avec la famille royale. Donc là, je pense qu'il y a... Si on met même le dossier financier à part, qui lui risque d'avoir des retentissements, ce comportement qui a été accepté pendant des années, je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir un effet quand même séismique au Royaume-Uni de façon plus générale. On entendait Donald Trump à l'instant dire c'est très très triste ce qui se passe. Il a été reçu 2 fois par la famille royale, ce qui est rarissime pour un président des États-Unis, pour n'importe quel, je crois, chef d'État. La deuxième fois, il a exigé lui-même. Donc, il a été reçu. Il a été reçu. Et je me souviens que lors de l'organisation justement de cette réception, outre toutes les mesures particulière pour Donald Trump, il y avait la question déjà d'Andrew qui était posée à l'époque et il y avait le souhait manifeste de l'écarter afin que ça ne vienne pas ternir le récit qui pouvait être fait de cette visite. Donc déjà, à l'époque, l'affaire Epstein, elle traînait quand même il y a une petite musique en toile de fond. Quel peut être l'effet domino maintenant, puisqu'on comprend qu'il y a des milliers de noms cavardés, ou des centaines en tout cas de noms cavardés, et il y a ces millions de pages que vous cherchez à analyser, Maître Darmon. Oui, les conséquences, elles seront forcément très importantes pour la justice, qu'elle soit anglaise ou française, parce que je pense que dans tous les cas, il y aura une collaboration à un moment ou à un autre entre la justice américaine, la justice anglaise, française, suédoise, de tous les pays, parce que là, il est mis en cause l'ex-prince Andrew pour des faits de participation à un réseau pédocriminel. Donc quand on parle de réseau, c'est qu'il y a forcément une toile qui a été tissée. On l'a bien vu, là, la toile de M. Epstein. C'est exactement la même chose pour la pédocriminalité. Donc là, c'est tout à fait possible qu'on ait une étendue internationale par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui et une mise en cause d'autres personnes avec d'autres nationalités potentiellement. Et nous, on espère aussi que des Français seront mis en cause et seront entendus par la justice française, par le parquet de Paris. Lorsqu'il a été relâché, la police a fait savoir dans son communiqué qu'il est relâché, mais toujours sous investigation, sous enquête, ce qui est une manière pour les autorités de faire comprendre. Il est relâché, mais la procédure n'est pas du tout terminée. Les enquêtes vont se poursuivre. Et ce qui est intéressant, je regardais du côté des États-Unis, des démocrates membres de la Chambre ont salué le travail des autorités britanniques. Et maintenant, elles espèrent que ce sont elles, de l'autre côté de l'Atlantique, qui vont permettre de faire davantage de lumière sur les soupçons qui pèsent sur certains personnages aux États-Unis. D'autant qu'en un mot, d'après le journal Marianne, par exemple, tous ces documents viennent d'un ordinateur, enfin d'une boîte mail de Jeffrey Epstein, sa boîte Gmail. La question est de savoir s'il y en a d'autres. Oui, absolument. Je crois que cette question, elle s'était posée même pour les autorités françaises également. Et nous allons arriver dans quelques instants. Regardez l'autre image que nous avons reçue du moment où il est libéré après 9 heures de garde à vue. Mais vous avez raison, ça n'est que le début d'une instruction pénale qui sera sans doute de grande importance. Il est là dans la deuxième voiture. Voilà, c'est le moment où il a été photographié dans la deuxième voiture.